Madeleine Vincent, qui était une dirigeante ouvrière de mon parti, le Parti communiste français, et qui m'expliquait qu'alors que le parti était contre la contraception et l'IVG, à cette période-là, ancienne, elle, dans son entreprise, elle était déléguée syndicale, ouvrière déléguée syndicale, elle organisait la solidarité féminine pour aider des femmes à aller pratiquer un avortement en Angleterre. Donc c'était ce combat clandestin, y compris parfois contre son propre parti, contre son propre engagement, pour permettre aux femmes de choisir ou non d'être mères. Le procès auquel le nom de Gisèle Halimi reste attaché, à Bobigny, en 1900, le procès de Bobigny, sera surtout celui de la loi de 1920 et ouvrira avec fracas le débat en faveur d'une nouvelle législation. Nous sommes quelques années après la loi Neuwirth, en 1967, qui autorise la contraception orale, comme on disait à l'époque, et nous sommes dans la grande foulée des grandes manifestations démocratiques des années 60. Le mouvement des femmes devient incontournable. On se rappelle, pour ceux qui sont les plus anciens dans cette salle, que le mouvement féministe, lors des mouvements de 1968, s'attaque au poids ancestral des traditions rétrogrades, et on voit des mouvements comme le MLF, le MLAC, qui poussent la société, bousculent les partis politiques les plus avancés, y compris le Parti communiste français. Je voudrais dire un mot par rapport à cela, parce que le Parti communiste, à l'époque, est très engagé sur la question des droits des femmes. Il mène des combats pour l'égalité au travail, pour les allocations familiales, jusqu'à la grande loi cadre présentée par le Parti communiste en 1977 sur les droits des femmes, où on traite des droits des femmes dans le travail, dans la famille, dans la société, où on commence à aborder, y compris les questions des mentalités. Un parti où il y a une commission pour les droits des femmes, qui est une commission extrêmement importante. Dans tous les départements, il y a des responsables qui mènent cette bataille, mais il y a un hic. Il y a un hic parce qu'on rattache cette bataille uniquement à l'exploitation capitaliste. Et par exemple, Madeleine Vincent, dans l'éditorial introductif à la loi cadre de 1977, précise que l'histoire du parti montre qu'il mène une politique constante pour la transformation de la condition de la femme. C'est vrai. Il mène une politique constante pour la transformation de la condition de la femme, qu'il rattache à la transformation de la société. Nous pensons à l'époque que l'arrivée au socialisme permettra de régler les problèmes d'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous gommons complètement l'autre domination, qui n'est pas la domination capitaliste, mais qui est la domination patriarcale. La domination des femmes par les hommes. Et qui, quelle que soit la société économique, demeure, si on ne mène pas ce combat en lui-même, en soi, comme une grande lutte émancipatrice. Et c'est que dans les années, quelques années plus tard, c'est en 2001, qu'on tiendra enfin un colloque sur communisme et féminisme, qui, je dirais, tordra le cou à cette idée que tout se réglera par la libération du capitalisme. Il faut aussi mener le combat pour la libération face aux dominations patriarcales. Mais je reviens, après cette petite parenthèse, à 1975. Madame Veil va réussir à faire adopter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, non pas avec l'appui d'une majorité, de la majorité auquel elle appartient, de droite, mais grâce au vote de la gauche, et parmi cette gauche, des députés communistes qui vont voter pour la loi présentée par ce gouvernement de droite. L'adoption de cette loi a ouvert un chemin et de nouvelles questions sont apparues comme celle du remboursement de cet acte par la sécurité sociale ou celle des endroits où devait se pratiquer l'IVG. La lutte pour le remboursement de l'IVG a été une lutte très longue, puisqu'elle a vu son aboutissement final qu'il y a quelques mois, où a été décrété que l'IVG devait être remboursé pleinement par la sécurité sociale. D'autres luttes ont été à mener, celles touchant à la clause de conscience. Les médecins pouvant refuser la pratique de l'IVG au nom de la clause de conscience. Et on a vu comment des commandos anti-IVG jusqu'encore maintenant
manifestent devant des hôpitaux, devant des centres de planning, pour culpabiliser les femmes et les personnels, les médicales, les associations qui sont pro-IVG, avec le célèbre vieux monsieur, mais pas plus aimable pour autant, Xavier Dor. Encore. Depuis, il y a eu aussi l'idée, et ça fait là encore, je dirais, quelques semaines que cette idée a été sortie de la loi, qu'il fallait être en état de détresse pour avoir le droit à pratiquer une IVG. Ça figurait dans la loi jusqu'à la loi sur l'égalité homme-femme que nous avons adoptée en juillet dernier. Il y avait l'idée qu'on ne pouvait pratiquer une interruption volontaire de grossesse que si on était en état de détresse. Et lorsque nous avons amendé la loi pour supprimer cette référence, nous avons entendu là, en 2014, nous avons entendu des députés nous expliquer que si on enlevait la notion de détresse, ça voudrait dire que les femmes allaient pratiquer des IVG par convenance personnelle. Et ils trouvaient ça particulièrement scandaleux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays en Europe aujourd'hui où on ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que si, en effet, il y a reconnaissance d'un cas de détresse, d'un viol, etc., etc. Et nous avons dû vraiment batailler à l'Assemblée nationale en 2014 pour supprimer cette idée de détresse. En fait, à travers cette histoire de l'IVG, on mesure, avec le droit à choisir leur maternité, la longue route des femmes pour mettre fin à la domination patriarcale. Lorsque nous avons eu les débats sur le mariage pour tous et toutes, est revenue l'idée que la famille, c'était un couple, un homme, une femme, pour assurer la filiation par la procréation. Et donc, en disant cela, les intervenants qui soutenaient cette thèse remettaient, j'ai envie de dire, la femme à la place où ils l'avaient toujours vue, c'est-à-dire la femme est là pour procréer et assurer la filiation de l'humanité. Mais vous pouvez lire les comptes rendus ou aller sur Internet, consulter les comptes rendus du débat sur la loi mariage pour tous, vous verrez que nous avons reparlé du rôle de la femme au niveau de la procréation. Nous étions revenus quelques décennies en arrière, mais je pense que nous sommes dans une période, je terminerai là-dessus, où il faut se méfier de la poussée des idées réactionnaires. Quand je dis réactionnaire, c'est pas pour pointer un parti ou même pour parler gauche-droite. Je pense qu'y compris dans l'électorat de gauche, peuvent pénétrer des idées réactionnaires, au sens des idées conservatrices, des idées qui nous repoussent en arrière sur la libération des individus. Et je pense que ça traverse l'ensemble. Ce n'est pas une référence politique au sens, vous voyez, les partis, la gauche, la droite, c'est une conception, on sent qu'il y a une poussée des idées réactionnaires dans notre société aujourd'hui qui touche l'ensemble des citoyens et des citoyennes, mais vous avez certainement... D'ailleurs, on s'aperçoit, et tu l'as dit, que sur toute une série de dossiers, il y a des reculs. Regardez la bataille contre l'ABC de l'égalité dans l'éducation nationale. Le gouvernement a reculé face à tous ceux qui accusaient les instituts de mettre tout nus les petits garçons et les petites filles ou de traiter de la loi du genre en maternelle. Le gouvernement a reculé, il a retiré les ABC de l'égalité au niveau de l'éducation. Ce que tu as dit sur le droit au travail, le plafond de verre sur la responsabilité, le temps partiel imposé, la précarité, le fait qu'aujourd'hui, dans les quartiers les plus populaires, le taux d'activité des femmes est en baisse, extrêmement importante. On voit bien que le droit au travail n'est pas, on n'est pas dans une période d'avancée par rapport à ça. Et puis la question de la place des femmes dans les lieux de pouvoir. Là où il y a un mode de scrutin qui permet la parité immédiate, parce que c'est un mode de scrutin sur liste avec un peu de proportionnel, nous avons un progrès dans la représentation des femmes. Dès que nous sommes dans un scrutin uninominal, par le poids des cantonales et des législatives, le poids des mentalités ressort et on s'aperçoit que nous avons une reproduction d'une politique
conduite par les hommes, parce que la place des hommes, c'est la cité, et la place des femmes, c'est le foyer, c'est bien connu. Donc chacun a sa place, et les hommes, ils sont dans les organes de pouvoir. Et à propos de ça, la question de la visibilité. Quand vous avez un journaliste qui m'interroge, moi, et qui me dit, vous qui êtes un homme politique, et quand vous entendez à longueur d'antenne des journalistes qui parlent des hommes politiques, mais oui, mais pour la fille, la petite fille qui regarde la télé, qui entend la radio, etc., la politique, c'est une affaire d'homme. Donc la question de la visibilité du féminin, la question des termes, de la féminisation des termes, et notamment des termes de pouvoir, de responsabilité, est extrêmement importante pour donner à voir tout cela. Alors, j'ai parlé de la France, mais l'Europe qui s'occupe de beaucoup de choses s'occupe peu quand même de cette question des droits des femmes. Et on s'aperçoit qu'il y a dans de nombreux pays membres de l'Union européenne des inégalités croissantes, y compris, je dirais, dans la loi, la transcription de ces inégalités et du non-accès aux droits que nous avons obtenus ici en France. Je ne vais pas voler l'intervention de Sarah, mais le planning familial de mon département, en Seine-Saint-Denis, notait dans un rapport l'augmentation des difficultés d'accès aux services d'IVG, des délais trop longs, les défauts d'information au téléphone pour les femmes, la non-application de la loi concernant les mineurs et le choix de la méthode, etc., etc., etc. Et je ne parle pas des femmes en situation, des femmes étrangères en situation de mise en dépendance du mari au niveau de leur parcours administratif, etc., qui sont placées en très grande difficulté pour avoir accès à l'IVG. Alors juste, je vous dis tout ça pourquoi, non pas par pessimiste, parce que si j'étais pessimiste, ça fait longtemps que j'aurais abandonné le combat, mais parce que je pense que nous avons besoin d'une remobilisation féministe. Il y a eu la manifestation de dimanche. Nous avons besoin d'une remobilisation féministe pour conserver, élargir, déployer les droits des femmes. Et lorsqu'on gagne un droit pour les femmes, on gagne un droit pour l'humanité tout entière. Le combat féministe est un combat pour l'émancipation humaine. Donc, les plus jeunes, je ne vais pas faire la chanson des Restos du Cœur, mais c'est par vous que repartira le combat féministe, parce que c'est votre respiration. Voilà. C'est de l'air libre, le combat féministe. Je vous remercie. Merci. Bon, alors passer après Dominique Tripet et Marie-Georges Buffet, c'est pas ce qui est le